Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Bien commun podcast, un podcast où est-ce qu'on tente de mieux comprendre certains enjeux environnementaux du 21e siècle. Donc aujourd'hui, on tentait d'éclaircir un peu ce qui se passe avec nos résidus et nos déchets. Donc toutes les matières résiduelles qu'on produit, on voulait comprendre, c'est où que ça s'en va, comment c'est traité. Donc, on a été accompagné de Danny Lévesque, qui est un professionnel qui œuvre dans la gestion des matières résiduelles au municipal. Donc, lui, il a su nous guider là, et nous éclaircir quand même pas mal à ce sujet-là. Ouais. Fait que, Eric, je te laisse faire le topo de notre rencontre avec lui. Yes, merci Eric. Ben salut tout le monde. Fait que c'est ça, on a reçu Danny aujourd'hui. Pour vrai, encore une fois, on sort de cet échange-là avec Danny extrêmement grandi, avec davantage de connaissances qu'on en avait. Écoute, je pense qu'il y a quelques éléments clés là, qu'on a tirés de cette entrevue-là avec Danny. C'est que d'une part, on a vraiment... Écoute, on lui a posé la question bien simplement, qu'est-ce qui se passe avec nos déchets? Fait qu'il nous a expliqué un petit peu le processus. Tu sais, du moment qu'on met nos déchets dans le bac vert, qu'est-ce qu'il en advient par la suite? Fait que ça nous a permis de comprendre le processus à ce niveau-là. Puis également, il nous a permis de mettre de l'avant un petit peu, nous, on se questionnait à savoir c'est quoi l'impact environnemental concrètement, justement, de nos déchets. Fait que ce qu'on met dans notre bac vert, quel est son impact environnemental, de où ça vient, puis dans quelle mesure? Fait que c'est intéressant d'avoir quelques pistes de réponse à ce niveau-là également. Puis aussi, il nous a parlé un petit peu de quelques pistes de solutions en tant qu'individu. Donc, notamment, sans surprise, une façon facile de s'améliorer en matière de gestion de nos déchets puis d'émission de nos déchets en termes de volume. C'est qu'en tant que citoyen, peut-être juste faire attention justement à la quantité qu'on émet, à la quantité de biens qu'on consomme. Donc, nécessairement, on va avoir un volume moindre de déchets à ce niveau-là. Puis ultimement, c'est vrai que je pense qu'une statistique qu'il nous a partagée qui était assez frappante, là, c'est qu'il nous a parlé un petit peu de la répartition des matières qui se retrouvent dans nos différents bacs à la maison. Là. Puis on a carrément appris là, qu'il y a plus de 80% des matières résiduelles. Fait que là, si on prend en compte tous nos bacs, là, fait que mettons du recyclage, peu importe, du compost, le bac vert, plus de 80% de ces éléments-là pourraient être revalorisés. Ouais, ça c'est fou. Fait que ça, c'est fou, tu sais. Ouais. Je croyais pas que c'était un aussi gros chiffre que ça. Fait que c'était super intéressant encore une fois. Ouais, super. Bonne écoute tout le monde. Donc, bonjour Danny, bienvenue à Bien commun podcast. Merci de me recevoir. Donc, aujourd'hui, on veut approfondir un peu les matières résiduelles. Donc, ce qu'on met dans notre bac vert, mieux comprendre, ça part de où, si on le sait, mais où est-ce que ça se rend, puis c'est quoi le processus qui découle de ça? Parce que moi, j'ai des doutes. Là. Moi, je connais pas ça, là, mais moi, ce que je mets dans mon bac vert en tant que citoyen, j'ai des doutes à ce qui est fait avec, à quel point, justement, si tu tout brûlé, si tu tout enfoui. Puis moi, une pensée qui me vient en tête, c'est... Voyons, il me semble qu'à un moment donné, si on enfouit des déchets, à un moment donné, la Terre, c'est limité. Fait que, moi, je me pose vraiment des questions assez anodines à savoir, justement, comment c'est fait la gestion de ces déchets-là. Ouais. Fait que je pense qu'on peut commencer peut-être... on a des matières résiduelles, on a des déchets, mais c'est quoi qu'on définirait comme matière résiduelle? Oui, c'est une bonne question. Dans le fond, les matières résiduelles, ça englobe tout ce qui est généré par les ménages ou les industries, les commerces et les institutions, là, ce qu'on appelle, nous, les ICI. Okay. Ça englobe, évidemment, les déchets, les déchets ménagers comme tout le monde a à la maison, les matières recyclables, la matière organique, tout ce qui va à l'éco-centre, là, les résidus domestiques dangereux, les résidus de construction, rénovation, démolition. Donc, les matières résiduelles, c'est la grande catégorie générale. Puis après ça, on peut isoler par chaque autre sous-catégorie, si on veut, par la suite. OK. Fait que là, c'est ça. Après, on a notre bac vert, notre bac bleu, on a le compostage. Dans c'est ça. Là, la couleur du bac va peut-être varier selon la municipalité où vous habitez. Là. Le bac de recyclage est vert dans Portneuf, il est bleu pas mal partout ailleurs, mais bon. OK, bon. Il y en a qui sont créatifs. Fait que concrètement, là, mettons, là, moi, là, je m'en vais, justement, je mets mes déchets dans mon bac. Là, je veux pas utiliser la couleur, mais je mets mes déchets dans mon bac de la couleur appropriée à cet effet. Ouais. Là, il y a un camion qui passe. Oui. Moi, Shaker, peux-tu nous expliquer le cheminement de ces déchets-là? Qu'est-ce qui en advient? Oui, contrairement à la croyance populaire, ça disparaît pas par magie une fois que ça rentre dans le camion puis qu'il l'a mangé. Il se passe quelque chose après. Souvent, c'est là que les gens s'arrêtent et se disent « ils s'en occupent ». Mais quand on voit l'ampleur du travail et les coûts qui sont associés à ça en arrière, c'est assez faramineux. Dans le fond, votre camion, évidemment, c'est un contrat de collecte que votre municipalité a donné à une entreprise. Elle va amener ça, après ça, dans son lieu de traitement. Donc, les déchets, c'est relativement simple, entre guillemets. Ça va aller directement à son lieu de traitement. Il n'y a pas vraiment d'étape intermédiaire. Il en existe, là, mais globalement, ça va se ramasser soit dans un site d'enfouissement ou à un incinérateur.
OK. Donc, c'est des installations d'élimination. Il n'y a rien, il n'y a pas de tri qui est fait là. C'est brûlé et ou incinéré, là, dépendamment. Oui, ça, c'est la même chose. Brûlé et ou enfoui. Enfoui, ouais. Il n'y a aucune tentative de revalorisation qui est faite avec ça. C'est des déchets, c'est fini, on s'en débarrasse. Il y a certaines techniques qui sont capables d'aller récupérer un peu de matière organique au travers des déchets ménagers avant l'étape finale. Puis, par exemple, tout récemment, la Ville de Québec a instauré une collecte de résidus alimentaires qu'on met le sac dans les déchets. Fait qu'on va séparer ces sacs-là, mais au final, les déchets vont quand même aller à l'incinération. Fait qu'il y a une petite étape pour aller chercher une matière en particulier qu'on a mis dans un sac à part. Là, mais ça veut dire que tous les déchets doivent passer par une usine de tri? Oui. OK. Fait que ça fait quand même une étape de plus. Oui, puis ça, c'est la première fois que ça se fait en Amérique du Nord. Mais c'est une technologie européenne qui fonctionne depuis un petit bout. Mais je dirais que c'est pas mal les deux seuls cas de figure là, où on pourrait vraiment trier les déchets pour aller chercher quelque chose, en valoriser une partie. Là, sinon, ça directement à l'enfouissement ou directement à l'incinération. Puis qu'est-ce qui détermine ça va à l'enfouissement ou à l'incinération, excuse-moi, oui. Des incinérateurs, il n'y en a pas beaucoup. Au Québec, il y en a un à la Ville de Québec, un à la Ville de Lévis, puis deux autres dont la localisation spécifique m'échappe. Mais la grosse majorité, c'est à l'enfouissement. Donc, c'est des décisions qui ont été prises par le passé, surtout dans les années 60-70, qu'on avait le droit de construire des incinérateurs. De nos jours, pas sûr que ça sera accepté, mais parce que c'est des coûts aussi qui sont très, 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 très élevés. Là. Donc, on y va surtout par une méthode classique, on va dire, qui est à l'enfouissement, là, dans un lieu d'enfouissement technique. C'est son nom. Puis là, l'enfouissement, ça, est-ce que c'est des terrains? J'imagine que c'est des terrains assez vastes. Ça doit occuper beaucoup de place. Ça doit prendre de la place. Là. Oui, c'est immense, ça prend beaucoup de place. Est-ce que c'est des anciennes mines qu'ils utilisent pour remplir le trou de la mine ou c'est des terrains aléatoires? Ça serait wise. J'aime ton optimisme à réemployer des lieux désaffectés, mais malheureusement, ça ne marche pas tout à fait comme ça. C'est quand même régi par le ministère de l'Environnement qui doit octroyer une autorisation pour faire le site d'enfouissement et même pour l'agrandir. Là, on a vu dans le coin de Drummondville, dans les dernières années, il était en litige avec la compagnie qui opère le site d'enfouissement parce qu'ils veulent agrandir, ils n'ont plus de place. La municipalité s'y oppose, là, c'est aller devant les tribunaux. Bref, c'est super compliqué. Mais c'est des lieux qui sont choisis depuis longtemps aussi. Dans le coin de Montréal, je suis allé en visiter un qui était en plein milieu de champs agricoles. Bon. OK. Fait que malheureusement, c'est pas dans une mine, mais dans une mine désaffectée. Fait que faut s'assurer aussi que nos cellules, parce que c'est rempli par cellules, soient vraiment bien scellé. Donc, il y a toute une série d'étapes là, d'ingénieurs qui viennent superviser ça avec des membranes. Tout ça. Parce qu'avec la pluie, sinon, tu peux venir contaminer les sols. C'est ça. Fait que là, on va chercher notre jus de poubelle qui percole. Là. Puis là, il faut faire un traitement des eaux aussi. Donc, on a une mini station de traitement des eaux pour traiter le Lixivia, qu'on appelle, là, qui est le nom commun du jus de poubelle. Il faut traiter ça comme ça. Oui, c'est ça, ça le rend quasiment cute. Là. Ouais. Fait que c'est beaucoup de traitements, beaucoup de terrain, c'est des coûts aussi. Là. C'est beaucoup d'argent qui est relié avec ça. Là. Mais c'est beaucoup de manipulation, d'opération pour juste finalement se débarrasser de nos quand même. Fait que là, il faut que les camions aillent se vider. Souvent, on ne fait pas ça en plein milieu d'une ville non plus. Là. On s'en va en dehors de la ville, dans les banlieues, on va porter ça là. Si je vous demande si vous avez envie d'avoir ça chez vous, là, dans la cour ici, là, le pas dans ma cour est assez fort là, avec un site d'enfouissement. Ça pue, il y a de la vermine. T'sais, à ce point-là, c'est-tu vraiment tu le sens? Quand tu es sur le site, oui. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est souvent dans des lieux qui vont être un petit peu plus isolés. Là, Puis, mettons, nous, on est à Québec. Là, à Québec, où sont les sites d'enfouissement? Là, on a l'incinérateur de Québec qui a son utilité aussi, qui réduit énormément le volume de la matière. Ouais, donc, jusqu'à tout récemment, c'est les cendres de l'incinérateur qui étaient premièrement démétallisées de l'autre bord du fleuve chez AIM pour enlever tout ce qui est métallique puis valoriser le métal qui peut rester. Puis ensuite, les cendres prenaient le chemin du site d'enfouissement qui est à Saint-Joachim. Là, quand on monte la grande côte de Cap-Tourmente, sur la côte de Beaupré, à un moment donné, à gauche, c'est là. Mais depuis quelque temps, on se sert de ces cendres-là pour faire du recouvrement journalier dans les autres sites d'enfouissement. Donc, à l'heure actuelle, on n'enfouit presque rien. Mais du recouvrement journalier, c'est quoi ça? Oui, c'est ça. Quand si on revient en arrière à notre site d'enfouissement, là, nos camions se déversent, puis à la fin de chaque journée, il faut recouvrir la couche de déchets. On ne peut pas laisser ça à l'air libre. Là. Ouais. Fait qu'on va avoir
au lieu d'acheter du recouvrement journalier, ben on va valoriser, par exemple, les cendres de l'incinérateur ou quand on a plein de matières en vrac, des encombrants, des bancs de voiture, des affaires de même, ben on peut faire un fluff qu'on appelle. Là. C'est broyé en petites particules. Okay. On peut mettre ça comme recouvrement à la fin de la journée là, pour comme fermer notre portion de cellules actives. Pour que ce soit comme hermétique, si tu veux, pour pas justement qu'il y ait des émanations. Pour capter, pour garder un peu là, les odeurs, éviter aussi les goélands, les ours qui pourraient venir, puis toute la faune. Ah ouais. Puis ça se fait comment, ce recouvrement-là? C'est un camion? Oui, c'est des loaders là, qui viennent étendre ça là, à la fin de la journée. C'est de la grosse machinerie. Là. Puis moi, j'ai une question au niveau plus impact environnemental. Là, bon, là, moi, ce que j'en comprends, nos déchets, bon, ils partent par camion. Ça, c'est l'étape qu'on voit de nos yeux en tant que citoyens. Après ça, c'est mis dans un trou, entre guillemets. C'est ça. Quels sont les impacts environnementaux? Tu sais, là, tu dis qu'il y a un traitement des eaux qui doit être fait pour s'assurer de contenir, si tu veux, notamment l'élixir, je pense que tu as appelé. Mais quels sont les impacts environnementaux de ça? Est-ce que justement, il y a des émanations? As-tu des fuites par rapport à ces... là, je ne veux pas utiliser le terme dépotoir. Là, je sais pas si c'est un site d'enfouissement. C'est un lieu d'enfouissement technique là, de son petit nom très normé par le ministère. Okay. Ben, c'est sûr que la meilleure façon de ne pas avoir d'impact environnemental, c'est de ne pas créer de déchets. Bon. Maintenant qu'on n'est pas capable de faire ça à grande échelle en tant que société. Bon, tu sais, tout a un impact. Là. Le bon vieil adage qu'on fait pas d'omelette sans casser des œufs, ben, c'est la même chose. Fait que là, ben, on va prendre une terre qui, une fois qu'elle va être finie d'être remplie, que le site d'enfouissement il est plein, mais tu fais plus rien à vie avec ça. Là. C'est contaminé. Même s'il y a des membranes étanches, ben, dans 100 ans, ça va-tu encore l'être? C'est censé durer longtemps. Combien de temps là, exactement? Je peux pas vous dire. Là. Mais est-ce qu'éventuellement, ça va finir par percoler dans le sol, contaminer les eaux souterraines? Faut que notre traitement des eaux soit efficace aussi parce que ça, c'est relâché juste en ruissellement dans la nature une fois là, que c'est traité. Fait il y a tous ces impacts-là. Ça nous laisse une espèce de passif environnemental qui va toujours être là, des terrains qu'on peut rien faire avec parce que c'est rempli de déchets. C'est fou, hein? Puis là, lorsqu'on brûle les déchets, ça part dans l'atmosphère, puis c'est une autre source, j'imagine. Ben c'est ça. Fait que là, on n'a pas le méthane, par exemple, de la digestion, de la décomposition sans oxygène qui peut avoir lieu dans les sites d'enfouissement, mais on brûle toutes sortes d'affaires. Parce que les gens nous envoient toutes sortes d'affaires aussi là, dans les déchets. Fait que s'il y a plein de produits chimiques, ben on les brûle aussi. C'est sûr qu'il y a une série de filtres aussi là, pour les contaminants. C'est brûlé à très haute température pour brûler le plus de contaminants possible. Mais plus on brûle de cochonneries, ben on fera pas de miracle. Là. Ça se peut qu'il y ait des dépassements de contaminants dans l'atmosphère après ça. Si c'est l'incinération, ben l'enfouissement n'est pas nécessairement mieux. Là. OK. Puis je me souviens dans notre épisode sur la mode, on a fait un épisode sur l'industrie de la mode. Et Abby Marino, ce qu'elle nous disait, c'est que des fois, les vêtements sont envoyés dans des pays sous-développés. Donc, ils prennent l'avion ou le bateau, puis ils s'en vont se faire... ils s'en vont là-bas. Ça, est-ce que c'est fait avec d'autres types de déchets ou c'est seulement fait pour les vêtements? En ce qui a trait aux déchets, là, vraiment, les ordures ménagères, c'est pas envoyé ailleurs, c'est traité ici. On garde nos vidanges. Oui, c'est ça. Au moins, on les garde chez nous parce qu'on en produit beaucoup. Mais si on parle peut-être du recyclage, il y a encore une portion du recyclage qui va à l'international, mais on parle surtout du papier journal, tout ce qui est imprimé, revu, là, parce qu'il n'y a plus d'usine de désancrage en Amérique du Nord. Fait qu'il faut l'envoyer en Asie pour se faire désancrer. Puis là, on va en reparler dans un épisode sur le recyclage peut-être. Là. Mais pour faire une histoire courte, ben là, ça dépend avec quel fournisseur on fait affaire. Donc, on a vu des histoires d'horreur des papiers canadiens en Asie. Il y en a qui font ça comme il faut, il y en a qui font pas ça comme il faut. Fait que ça dépend toujours avec qui on s'acoquine. OK. Puis moi, tu m'as parlé de méthane. Donc là, ce que j'en comprends, c'est que justement, avec ces... Là, je l'ai réutilisé le mot dépotoir. C'est quoi le bon terme déjà? Le site d'enfouissement. Site d'enfouissement. Technique. Site d'enfouissement technique. Ouais, on va juste mettre plein de lettres une à côté de l'autre. Site d'enfouissement technique. Dans le fond, c'est ça. Il y a des émissions de gaz à effet de serre, dans le fond, qui émanent de ces sites-là. Oui. Si ma mémoire est bonne, là, tirez-moi pas de roche si je me trompe, mais c'était autour de 5 à 6 % des émissions de gaz à effet de serre du Québec, là, générées totales, qui étaient liées à la gestion de fin de vie des déchets, finalement, là, dans les sites d'enfouissement. Puis, dans certains sites, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre des outils de captation du méthane avec une torchère.
Fait qu'ils vont brûler le méthane, dans le fond, ça va juste se transformer en CO2 avec la combustion. Et là, le méthane est 25 fois pire comme gaz à effet de serre que le CO2. Fait qu'on vient atténuer un petit peu les effets comme ça. OK. OK, ben moi, j'ai une autre question ici de ça. Là. Quel est, ben justement, je sais pas, là, d'un point de vue purement environnemental, tu avais l'air de dire que l'incinération des déchets, c'est peut-être moins pratique courante, mais est-ce qu'il y a une de ces deux alternatives-là qui est moins dommageable d'un point de vue environnemental? Je te dirais que c'est vraiment difficile de statuer là-dessus parce que ça va dépendre de tellement de facteurs. Ça dépend c'est quoi qu'on regarde. L'environnement est affecté à différents niveaux. Ça peut être la contamination des sols, la contamination de l'air, les émissions de CO2. Le camionnage, si ton site d'enfouissement est super loin, qui nécessite énormément de camions, ben là, c'est vraiment embêtant. Fait que faut regarder ça un peu plus du cas par cas. Là. On peut pas dire la méthode de tel endroit est vraiment meilleure, faites tout comme ça. C'est pas nécessairement ça qui pourrait se passer. OK. Puis là, on parle de sites d'enfouissement technique. C'est quoi la durée de vie de ces sites-là? J'imagine que ça dépend de la grosseur, mais typiquement, est-ce que c'est de l'ordre du 5 ans ou c'est plus du 15-20 ans? On parle de plusieurs décennies. Là. Ah ouais? Okay. Oui, c'est ça. C'est des gros trous, là, dans le fond. Oui, il y en a qui ne sont pas encore... qu'on sait que ça va devenir un site d'enfouissement, mais on n'a pas encore travaillé pour créer une cellule, une nouvelle cellule. Là. Fait que c'est une cellule à la fois, mais on sait que le site d'enfouissement complet peut accueillir, mettons, des déchets à un rythme X avec, si on prend, mettons, la projection démographique, on se dit, si on garde à peu près tel niveau de production de déchets, on va se rendre encore dans 40, 50, 60 ans. Mais c'est ça. Il faut produire moins de déchets, puis on va avoir moins de problèmes aussi à les gérer. Puis là, tu parles de cellules. Une cellule, ça... Moi, quand je pense à une cellule, ça serait quelque chose qui est sous terre, un genre de carré dans lequel on vient mettre les déchets. Mais quand je pense à dépotoir, je pense plus à des montagnes de déchets. Ça ressemble à quoi? C'est un peu des deux. En fait, il y a plusieurs modèles aussi là, qui existent. Là. Des fois, quand on se promène aux États-Unis, on voit plus comme des montagnes de déchets là, qui sont organisées comme ça. Nous, en tout cas, les deux sites d'enfouissement que j'ai visités là, dans la région de Montréal puis celui de Québec, on va plutôt faire comme une genre de grande tranchée. C'est super large, là, évidemment, là, avec une forme un petit peu... avec des angles sur les côtés, puis on va venir appliquer notre membrane, un petit peu en V ou en U, si on veut. Là. Puis on va venir appliquer la membrane, puis là, on va remplir. Avec nos couches journalières. Puis bon, chaque jour, on se fait une lasagne, si on veut. Là. Puis, ça donne faim. Une fois terminé, dans mon souvenir, ça a pas... C'est pas beau comme une maison. Là, c'est pas immense. Là. Puis avec le temps aussi, ça va... Peut-être qu'ils le font plus haut, mais avec le temps puis la décomposition, ça va caler aussi, ça va redescendre. Parce que si t'as une montagne, tu peux pas vraiment faire de recouvrement journalier, j'imagine. Là. Ça doit être plus complexe. Ils peuvent grimper plus haut sur le dessus. Là. Ils vont se faire une rampe d'accès, là, mais c'est pas... plus complexe un peu. C'est pas comme le relais ici à Québec. Là, une montagne de ski, là, ça n'a pas l'air de ça. Là. Puis moi, j'ai une question, je pense, intéressante pour voir un peu se situer en tant que Québécois. Mettons, les Québécois, au niveau de nos déchets qu'on génère, ça ressemble à quoi, nous, par rapport, par exemple, à d'autres nations ou à l'international? Est-ce qu'on émet plus de déchets que d'autres nationalités, par exemple? Oui, c'est ça. On a des records au Québec qui sont super bons, d'autres qui sont un peu moins bons. Mettons, si on se compare aux autres Canadiens, puis pas mal ailleurs dans le monde aussi, là, on a pas mal le record de ceux qui produisent le plus de déchets par habitant, et ceux qui gaspillent le plus d'eau potable aussi. Bon. Ça, c'est dit. On est bon. On peut s'améliorer beaucoup encore. Certainement. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a place à de l'amélioration. Mais par exemple, si on regarde avec l'Europe, on produit quasiment le double d'un Européen moyen. Mais nous, on a de la place. On peut s'étendre. Eux autres sont très denses, un vieux continent. Les matières sont chères. Fait qu'ils n'ont pas intérêt à faire des gros sites d'enfouissement à l'infini non plus. Là. C'est ça, dans un sens. Le contexte est différent. Dans un sens, nous, on a de la place en masse pour se faire d'autres sites d'enfouissement quand on y pense. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'on veut aller là? C'est pas parce qu'on a de la place qu'on est obligé de gaspiller. Là. C'est un peu comme, je pense, c'est la loi de Parkinson là, qui dit que quand tu as beaucoup de temps pour faire une tâche, tu vas prendre tout le temps qui est disponible. Nous autres, on prend tout l'espace qu'on a ou on l'utilise pas de manière optimale, si on veut. Okay. Puis,
Ouais, mais un peu dans la même veine, on produit beaucoup de déchets, mais notre production de déchets, en ce moment, si on regarde sur une période de 15 ans, par exemple, est-ce qu'elle augmente? Est-ce qu'elle diminue? Est-ce qu'elle reste constante? Ça augmente. Ça l'augmente. Mettons par individu, mettons? Oui. En fait, dans les dernières années, là, mettons, de 2018 à 2021, 2018, on était à 5,3 millions de tonnes total, tout là, compris. Là, on prend au Québec? Tout ce qui est généré au Québec, là, résidentiel, industrie, commerce, institution, tout le kit au complet. 5,3. 5,3 millions de tonnes. Okay. Puis en 2021, on était rendu à presque 5,8. 5,8, fait que 0,5 de plus, fait que presque 10 %. Là. C'est ça. Mais là, on a une hausse de population, bien entendu, qui va avec. Si on regarde, par exemple, d'autres facteurs, ben c'est comme difficile à expliquer aussi. T'sais, on peut remarquer peut-être une baisse aussi côté recyclage, mais là, c'est de l'éco-conception qui rentre en ligne de compte. Les emballages sont plus légers, il y a de moins en moins d'imprimés papier. Fait que là, on perd du tonnage de recyclage, mais ça veut pas dire qu'on n'en fait pas autant. Fait que c'est embêtant. C'est un peu embêtant. Mais la cible gouvernementale était de 525 kg par habitant pour 2023. Puis on était plus autour de 700 en 2021. Fait qu'on était loin là, d'arriver à notre objectif. Là. Puis moi, je serais curieux de savoir, mettons le portrait là, là, je vais utiliser le terme bac vert. Là. Le portrait de mon bac vert, là, ça ressemble à quoi les déchets qu'il y a là-dedans? Y en a-tu d'un type de déchets qu'on voit plus que d'autres? Tout à fait. Dans un bac à ordures résidentiel, cette fois-ci, là, vraiment ce qu'on a à la maison, là, on ne regarde pas ce que les industries, commerces et institutions font. Là. Dans le fond, pas juste le bac vert, mais mettons tout ce qui est généré à la maison. On va dire, après ça, on pourra le diviser. Là. Mais il y a 47 % de matière organique. Fait que c'est résidus verts et résidus alimentaires. Là. Fait que ce qu'on a sur notre terrain, ça, c'est ce qu'on fait dans notre cuisine. Ce qui peut être composté, mettons. C'est ça. Mettons matière compostable, on en a 47 % de ce qu'un ménage moyen fait. Fait que déjà là, on a la moitié qu'on peut valoriser. Ouais, c'est bien. Après ça, on aurait un 37 % de matière recyclable. Ah, ouais. Fait que là, on est déjà à 84 % de matière qu'on peut valoriser facilement. Là, on parle bien de ce qu'il y a dans un bac vert qui s'en va non, mais toute matière produite confondue là, par un ménage, par pas exemple. nécessairement qui s'en va au site d'enfouissement. Non, c'est ça. Fait que là, c'est vraiment toutes les matières confondues. Puis le reste, c'est 5 % de rénovation, de construction, de démolition, 3 % de matières diverses, 3 % de textiles, 3 % des encombrants, des gros meubles, des TV, des affaires de même. 1 % de liquide, puis 1 % de résidus domestiques dangereux. Fait que ça, c'est notre génération globale. Après ça, dans les déchets, il en reste du recyclage, il en reste des matières organiques, il en reste d'autres affaires, dans une moindre mesure, parce que idéalement, les gens trient comme il faut. Là. Idéalement. Dans une grande mesure, les gens trient comme il faut, mais on se rend compte qu'il reste encore beaucoup de matières valorisables qui se ramassent dans les déchets. OK. Mais on aurait un potentiel de revaloriser, c'était quoi? C'était 84 % de nos... Au moins 84 %. Ah ouais. Puis ça, mettons, la piste d'action pour nous en tant qu'individus, en tant que citoyens, c'est quoi? C'est simplement de le mettre dans le bon bac? Il faut s'informer. Le mettre dans le bon bac, il faut savoir c'est quoi que notre bac bleu il mange, c'est quoi que notre bac vert il mange. Fait qu'il faut s'informer un peu. Mais effectivement que dans nos gestes de tri, c'est vraiment là parce qu'on est rendu à l'étape de traitement. Là, le geste citoyen, il est déjà fait. Il est trop dur à rattraper. S'il reste beaucoup de carton dans l'enfouissement, moi, je peux pas aller le chercher. Ça part de nous autres. Il va être contaminé par plein d'autres matières. Il va être complètement fini. Fait que je peux même pas le recycler. Il est trop en mauvais état parce qu'il a passé un long séjour dans les déchets, par exemple. Les contenants de plastique, c'est la même chose. Si vous les mettez aux déchets, on peut plus récupérer ça après. Là, c'est fini. Là. Fait que c'est vraiment de trier au bon endroit. Mais surtout et avant tout, c'est la réduction. Souvent, le monde, concrètement, je sais pas, dans ma vie courante, réduire mes déchets. Là. Peux-tu me donner un exemple, le meilleur figuré? Là, c'est quoi? Comment je modifie mes habitudes, mettons? Écoute, là, tous les capitalistes vont se mettre à me tirer des roches, là, mais vraiment, c'est dans la consommation, puis surtout dans la surconsommation. Depuis la pandémie, là, les boîtes de carton avec Amazon, là, tabarnouche, c'est en demande. Fait que là, c'est une matière qui a pris de la valeur dans nos centres de tri du Québec parce que on a besoin de carton puis on veut refaire du carton recyclé avec le carton. Fait que la boîte de carton, elle vient avec son papier bulle. J'ai déjà reçu une carte cadeau qui avait du papier bulle. Fait que là, il y a plein d'options de suremballage. Fait que c'est plate, mais le consommateur a tout le pouvoir entre ses mains.
Mais là, tu sais, je dis ça, mais c'est dur à faire. Ouais, là. c'est ça. Quand on va chez Costco, on va pas le nommer, là, tu sais, quand on a une famille puis qu'on s'en va chez Costco, ben on revient à la maison puis de l'emballage, des boîtes, des trucs de plastique, on en a. Imaginez-vous aller tout chercher ça en vrac là, à l'épicerie. C'est peut-être pas à la portée de tous. C'est ça. Ouais, c'est ou on n'est pas encore rendu là en tant que société. Là. Peut-être qu'on va. Ben, c'est ça, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je dirais commencer tranquillement. Là. Essayez pas de devenir zéro déchet du jour au lendemain. C'est voué à l'échec. Commencez tranquillement par des choses qui sont réutilisables. Dites de refuser quand vous êtes au restaurant les pailles. On n'est pas gériatrique plus dedans. On est encore capable de boire sans paille. Là, ça a une utilité justement dans les CHSLD pour les personnes malades. J'ai rien contre ça. Mais la plupart des gens n'ont pas besoin de paille pour boire. Là. Fait que ça, c'est juste un article que même si on le remplace, il est inutile. Ouais. C'est vrai. T'as beau remplacer par une paille en inox, mais quand même inutile ta paille. Là. Fait que c'est juste de réfléchir et d'essayer de réduire par des petits gestes au quotidien. Puis à un moment donné, si tout le monde s'essaie un petit peu, là, ça va faire une grosse différence. Ben, ça revient à nos habitudes. On a l'habitude d'aller au restaurant, on se met une paille dans notre verre. Fait que moi, j'y pense même pas, mais la paille est dans mon verre. Fait que je vais continuer de prendre une paille dans mon verre, tu sais. Ou sinon, c'est plus facile pour moi d'aller à l'épicerie, c'est déjà emballé, j'ai pas besoin de poser l'action, de le mettre dans un sac. Ben moi, le premier, tu sais, j'ai tendance à choisir cette option-là parce que c'est facile, ça me fait sauver du temps, des efforts. C'est ça. Fait que c'est un changement d'habitude, c'est un changement dans la façon que les choses sont faites. Mais, tu sais, dans l'optique des 3 RVE, là, la réduction, le réemploi, le recyclage, la valorisation et en dernier lieu, l'élimination, ben, tu sais, dans nos R qui viennent avant le recyclage, on a, réduction et réemploi, mais on a aussi refuser, revendre, réparer, une série de R qui peuvent arriver avant qu'on se départisse d'une matière, puis qu'elle devienne un résidu ultime ou qu'on l'envoie au recyclage. Ouais. Ben, tu vois-tu, je pense justement, au lieu de penser à se départir, je sais pas, d'un quelconque équipement qu'on a chez nous, juste penser à le mettre sur Kijiji, sur Marketplace, le revendre, ça évite des petits comportements qui te permettent de faire de l'argent, puis en plus d'éviter que ça s'en aille tout de suite, justement, au site d'enfouissement. C'est ça, il y a plein d'initiatives qui existent. Il y a le Partage Club maintenant, je pense que tu payes un petit frais, là, une couple de piastres par année. Puis là, ben, t'es mis en relation avec tous tes voisins juste pour se prêter des affaires. T'es-tu obligé d'avoir une perceuse que tu vas te servir une fois en 20 ans pour faire ton patio? Va en louer une ou justement, fais-toi un réseau d'échange avec ton milieu. Il y a plein de façons de réduire. Il faut juste chercher un peu, prendre le temps, choisir quelques actions qui sont facilement réalisables pour nous. Tranquillement, en faire un petit peu plus à chaque fois. À chaque année, on se dit, bon, ben là, je pourrais peut-être abandonner telle affaire. Puis c'est sûr que ça prend toujours plus de temps à faire ça. Tu sais, Eric, tu l'as dit, là, des fois, on fait le choix facile, puis on sauve du temps, mais à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter d'accorder tant d'importance à notre temps. On n'est pas si important que ça. Puis des fois, se dire, bon, ben regarde, je vais prendre le 5 minutes de plus pour faire un bon geste ou une bonne action ou faire mon tri. Tu sais, la planète va en bénéficier. Puis nous, au final, ces 5 minutes-là, ben, on va peut-être pas l'avoir mis dans des activités le fun ou dans quelque chose d'important pour nous, mais au moins, ça va avoir été important pour le futur, là, puis les prochaines générations. Pour les autres. Ouais, c'est ça le but aussi. Là. Exact, ouais. Okay. Voyons, moi, j'avais une question. Ah oui! C'est ce que, mettons, là, par expérience, là, si t'as pas la réponse, tu l'as pas, là, mais est-ce qu'il y a, mettons, il y a une bête noire pour un site d'enfouissement, là, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on veut pas qu'il se rende au site d'enfouissement, mettons? Ben, de manière générale, il y en a plein, là, mais vraiment de quoi d'épouvantable. Moi, c'est sûr que ce qui me vient en tête, c'est tout ce qui est produits chimiques. Ce qui devrait aller à l'éco-centre, normalement. Oui, c'est ça. Ce qui aurait pu être tu sais, pas désamorcé, là, mais ce qui aurait pu être neutralisé de manière sécuritaire avec, quand on va porter ça, mettons, à l'éco-centre, si on a plein de cannes, là, des aérosols, tout ça, ils peuvent broyer ça dans un bassin d'eau, après ça, filtrer l'eau, traiter l'eau, récupérer le métal, tout ça est traité ou éliminé de manière sécuritaire. Tandis que dans un site d'enfouissement, ben, c'est là pour toujours. Puis comme je dis, c'est étanche tant que c'est étanche. Après ça, ben, ça rentre dans nos nappes d'eau souterraines, dans les rivières. Ça contamine la faune, la flore. C'est pas... Ouais. Ça peut aller loin, là, avec le ruissellement, puis justement, ça s'en va dans un cours d'eau. C'est ça, ça peut aller loin aussi. OK, super. T'avais-tu une autre question, Eric? Non, je te laisse y aller. OK. Ben, tantôt, on parlait, plus au début du podcast, on parlait de coûts. Coûts d'exploitation, coûts d'opération, tout ça. On a-tu une idée, un ordre de grandeur de c'est quoi les coûts pour une municipalité donnée ou ça ressemble à quoi?
Oui, ben ça va varier, encore une fois, beaucoup de l'offre de services de la municipalité côté gestion des matières résiduelles. Ouais. Mais ce qui est normé par le ministère de l'Environnement, c'est on a une redevance à l'élimination qu'on est obligé de payer. Donc, toutes les municipalités doivent faire une déclaration pour chaque tonne qu'ils éliminent. Là, en date du 1er janvier 2024, c'est rendu à 32 $ la tonne. 32 $ la tonne? Oui. Okay. Là, attends, ça, c'est ce qu'une municipalité doit payer à qui? Au ministère de l'Environnement. OK. Puis après ça, ben là, faites le calcul rapide, là, 32 $ la tonne fois 5,8 millions ça fait de un petit tonnes, peu de dollars. Ça fait un bon magot. Ouais, c'est ça. Bon, ben là, après ça, il y a le programme de redistribution des redevances des déchets. Fait qu'une municipalité qui va être performante de manière globale dans ses matières résiduelles, qui va moins enfouir ou ben, moins éliminer puis plus valoriser, va récupérer une partie de l'argent des autres municipalités qui ont pas bien fait ça, finalement. OK. Donc, il y en a qui payent pour les autres, puis il y en a qui en profitent. Puis, en parallèle aussi, on a, ça, on pourra peut-être en reparler avec les matières recyclables, mais on a aussi beaucoup de régimes de compensation là, pour les matières recyclables qui est payé par les industries qui mettent en marché les matières recyclables. Ça, moi, c'est flou. Tu veux dire quoi par ça? Ben, dans le fond, c'est Éco-Entreprise Québec qui a été nommé par le gouvernement pour agir en tant qu'agent de liaison entre le ministère et les entreprises. Fait que, mettons, quelqu'un, on va prendre Danone qui fait du yogourt. Là. Lui, chaque fois qu'il met un pot sur une tablette, il paye un frais pour le pot. OK. Les imprimeurs, un genre de consigne un peu? Oui, ou un genre d'éco-frais, si on veut. Là. Ouais. Les imprimeurs qui mettent en marché les imprimés, les journaux, tout ça, ils payent la même chose. Les emballages, ils payent la même chose. Fait qu'à chaque fois qu'ils mettent de quoi en marché, ils doivent payer un éco-frais. Tout ça est centralisé chez Éco-Entreprise Québec. À la fin de l'année, la municipalité a dit « Moi, j'ai été performant, j'ai valorisé, par exemple, 88 % des matières qui sont rentrées dans mon centre de tri. Ben, on se fait rembourser 88 % de nos frais de tri, transport, conditionnement et, il m'en manque un, collecte. OK. Fait qu'une municipalité qui ne recycle pas de nos jours, un conne. Ça coûte cher. C'est impossible, là, parce que là, tu vas rechercher de l'argent avec le gouvernement, ils vont te rembourser presque la totalité de ce que ça te coûte, si tu es performant, bien entendu. Fait qu'il n'y a pas d'avantage à ne pas le faire, puis il y a beaucoup d'avantages à se forcer à être meilleur. Fait que les municipalités payent un frais au gouvernement, mais en parallèle de ça, ils doivent aussi payer les sous-traitants. Leurs infrastructures, oui. OK, les infrastructures, puis les sous-traitants qui passent chercher les déchets, comme les camions et tout ça. Ouais. On sait-tu combien ça coûte, ça? Mettons qu'on veut dire un coût par personne. Là, moi, combien ça me coûte par année? La gestion des déchets? Ça, c'est sur le compte de taxes municipales. Il y a toujours une ligne à part pour la gestion des matières résiduelles. Puis c'est un prix par porte. Là. Ça peut peut-être varier selon les municipalités, mais on est autour de... mettons, je prends chez nous, dans Portneuf, je pense que cette année, je suis à 187 $ la porte, dans le fond. Pas par personne, mais pour par la adresse, famille. si on veut. Ouais. Fait que ça doit varier autour de ça là, pour pas mal de municipalités. Là. Fait entre 150 et 200, on va dire, là, c'est pas mal le range. Puis, ben, tu sais, le coût de traitement à la tonne aussi de la municipalité avec ses installations. Bon, le coût il des essaie opérations. de balancer tout ça parce qu'on veut pas perdre d'argent non plus. Là. Fait qu'il faut que ce soit... faut qu'on arrive kiff-kiff. Là. Fait que ça coûte tant, ben on va charger tant. OK. Moi, ben écoute, j'avais aucune idée qu'il fallait payer pour justement disposer de nos déchets. Là. Ben, ça fait du sens parce que c'est un service que la ville nous offre. Non, mais je te parle pas en tant que citoyen, mais justement que la municipalité doit payer au ministère des tels montants parce que, comme tu dis, c'est quoi, 32 $ la tonne? Quelque chose du genre, fois des millions de tonnes? Oui, c'est ça. Ouais, c'est vraiment un petit peu beaucoup de dollars. Là. Puis même le 187, je sais pas, il y a combien d'adresses juste à Québec, là, mais en tout cas, on est... Tu sais, la ville de Québec, j'ai aucune idée combien d'adresses il pourrait avoir, mais ça doit quand même faire un bon... Ben, ça coûte cher aussi. Là. Dans les contrats de collecte, pour des grandes villes comme Québec, Laval, Montréal, ça chiffre en dizaines de millions. Là. C'est genre 10, 20, 30 millions, si on veut. Là. Ouais. C'est fou. Pour les collectes. Fait que, ben, mettons toutes les collectes. Là. Dans la tête des gens, moi, mettons, justement, à ce moment que je mets mon déchet dans le bac vert, mais c'est fini, j'y pense plus. Là. Non, c'est ça. Ben, c'est tout l'argent, l'effort, la gestion qui est mise juste à justement disposer de ça de manière moindrement responsable. Ça demande des ressources humaines, matérielles, financières énormes. Puis tu sais, c'est de l'argent collectif. Là. Fait ben oui. Si tout le monde se force, ben tout le monde est gagnant. Ça, c'est tout certain. le monde
Fait qu'il faut C'est juste pas se un, rendre compte de c'est ça. pas un là. si gros effort que ça. Là. Je veux dire, ça dépend Moi, je à trouve quelle que mesure non, on le là, fait, mais mais je suis un peu biaisé. Ouais. Mais en tout cas, au moins on a des outils, à notre disposition, là, que ce soit justement la possibilité de faire du recyclage, de faire du compostage. Maintenant, nous autres, on a ça à la Ville de Québec, fait que c'est le fun. Puis après, ça serait de réduire notre consommation générale. Là. C'est la meilleure option. On a ces options-là, fait que c'est le fun. Ouais. Puis moi, juste retourner, je sais pas pourquoi j'ai stické là-dessus, là, mais dans ma tête, ça me semble une solution très cool de juste brûler nos déchets. Là. Mais dans un sens, tu sais, parce que moi, j'imagine que la Terre, je veux dire, c'est limité, là, c'est fini. Fait que des dépotoirs, on va pouvoir en faire, mais jusqu'à un certain point. Là. Fait que, pourquoi, mettons, il n'y a pas plus d'incinérateurs que ça? C'est à cause que c'est vraiment, d'un point de vue environnemental, c'est vraiment pas idéal, dans le fond? Je pense que c'est les autorisations gouvernementales qui, c'est comme plus vraiment accepté. Là. Okay. Ce bout-là, puis je pense aussi que c'est une question de coût. Là. Ça doit coûter beaucoup plus cher. Un incinérateur flambant neuf, là, ça doit coûter une espèce de beurrée. Fait que c'est peut-être moins cher de faire le site d'enfouissement. Je suis un peu moins certain là, de pourquoi il s'en fait pas d'autres. Ouais, ça doit être moins cher de juste creuser un trou et mettre les déchets dedans. Là. C'est ça. Pas mal ça. Mais il y a des endroits en Europe, il y en a plus parce que eux, la valorisation énergétique est reconnue là-bas. Fait qu'ils vont... en Norvège, là, ma conjointe est allée pendant un temps, puis ils sont reconnus pour être plus verts, environnementaux, etc. Mais ils n'ont pas vraiment de collecte de recyclage là-bas. Parce qu'ils ont des enjeux avec la fourniture en énergie. Fait qu'ils envoient tout ce qui se jette dans un incinérateur qui crée de la chaleur, qui fait virer des turbines, puis qui va créer de l'énergie pour le pays. Fait qu'eux, ils ont pris la voie de la valorisation énergétique, qui est pas aussi noble, mettons, que le recyclage puis la récupération de la matière organique. C'est comme plus un... encore une fois, dans nos 3 RV, ça arrive presque à la fin, la valorisation. Là. C'est un petit peu avant l'élimination, c'est un peu moins pire. Mm-hmm. Mais ici, c'est pas reconnu par le ministère de l'Environnement, fait qu'on peut pas faire ça. OK. Puis là, on parle de la Norvège qui a cette approche-là. Est-ce qu'il y a d'autres pays ou d'autres villes qui ont différentes approches? Y en a-tu des bonnes? Y en a-tu des moins bonnes? Ça ressemble à quoi, ce qui est fait ailleurs? Je te dirais que c'est une question de contexte. Il y a beaucoup de places en Europe, là, je pense que c'est la Belgique ou en France, en tout cas dans plein de pays européens, ils ont comme 5 bacs dehors. Ils ont 5 couleurs de bacs. Ils ont le jaune, le bleu, le rouge, le vert, le gris. C'est ça. Fait que là, eux, ils vont séparer, par exemple, papier-carton, plastique, plastique-métal, le verre, la matière organique, puis les déchets. Fait qu'ils vont tous séparer ça. Une autre affaire, c'est que le tri à la source, ça facilite beaucoup les opérations. Parce que tu n'es pas obligé de prendre tout ça pêle-mêle, puis après ça, de le démélanger pour essayer de le vendre. Fait que ça, si on avait plus de tri à la source, ça irait mieux. Mais le tri à la source, c'est nous. Là. Oui, c'est ça. C'est à la maison de bien séparer nos choses. Là, vous vous souvenez peut-être pas de tout ça, là, mais quand le recyclage a commencé, il fallait séparer ça. Puis c'était dans 3 compartiments dans le camion de collecte, là, début des années 90 à peu près. Puis là, finalement, ça a comme pris le bord parce qu'on s'est rendu compte que le tri à la source, c'est mieux pour ceux qui traitent, mais les gens trouvaient ça trop demandant. Trop compliqué. Fait que si on veut aller chercher beaucoup de matière, puis il faut faciliter le tri le plus possible chez le citoyen, sinon il le fera pas. Faut que tu penses à l'utilisateur, puis un compromis à aller chercher. Là, c'est ça. Fait que là, il faut vraiment que ce soit simple. Fait que là, on veut comme essayer de responsabiliser la population, mais faut que ce soit facile. C'est ça. Sinon, ils n'embarquent pas. OK. Fait que de ce que je comprends, il n'y a pas de ville. Tu sais, la récolte des déchets n'est pas standardisée. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Solution miracle ou juste une manière standardisée de récolter les déchets pour l'ensemble du pays ou de la province. À part que ça part dans un camion puis que ça va être éliminé. Là, si on parle vraiment du déchet, ça, c'est sûr. Mais il y a plusieurs façons de le faire. Il y en a qui vont dire, mais moi, je passe juste une fois par mois parce que je t'offre... le recyclage puis les matières organiques, puis tu es censé te trier comme il faut, puis comme je vous disais tantôt, dans nos matières globales générées, on n'est pas censé avoir tant de déchets que ça à la fin. Là. Si on a fait notre petit voyage à l'éco-centre de temps en temps, si on recycle comme il faut puis qu'on trie la matière organique, il reste quasiment rien. Fait que ce serait réalisable que la poubelle elle passe une fois par mois, mettons. Mais là, il y en a qui veulent offrir un plus haut niveau de service, ça va être à chaque semaine, dépendamment des secteurs, si c'est commercial. Bon, il y a plein de raisons là, qui peuvent expliquer tout ça. Mais tu sais, par exemple, on a Beaconsfield, dans le coin de Montréal. Eux, c'était dans les plus gros producteurs de déchets de la région de Montréal. Puis là, ils ont décidé d'y aller avec un principe un peu plus pollueur-payeur, finalement.
OK. Utilisateur-payeur, pollueur-payeur, c'est comme vous voulez. Dans le fond, tout le monde paie le même tarif de base. OK. Mettons, pour une collecte, je me souviens plus exactement, là, on va dire une fois aux 3 semaines, ça va vous coûter, par exemple, 200$ par année. OK. Toutes des chiffres fictifs. Sauf que si tu l'utilises moins, tu as un crédit, mais si tu l'utilises plus, ça te coûte plus cher. OK. Fait que là, il y a une puce sur chaque bac, un transpondeur, qu'à chaque fois que le camion le lève, ben, ça lit la puce, puis c'est relié à l'adresse. Fait que là, ils peuvent savoir, OK, ben, cette personne-là a demandé, a présenté son bac sur le bord du chemin toutes les semaines, 52 fois dans l'année. Donc, ça va coûter le tarif de base plus 3 fois supplémentaires par mois, si on veut. Ben oui. Fait que lui, sa facture augmente, puis les autres diminuent. Après 1 an seulement, ils ont réduit de 51% la quantité de déchets. Wow, quand même. Puis 75% des citoyens ont eu une facture plus basse. Hey, c'est ça, faut juste venir associer un montant financier à ça. Ben, dès qu'on met la main un peu dans la poche du monde, là, exactement. Si ça coûte la même chose pour tout le monde, que tu fasses n'importe quoi puis qu'il n'y a pas d'impact, ben c'est sûr qu'il n'y a pas d'incitatif pour les gens à faire mieux. Fait que là, c'est fou. Est-ce qu'on devrait payer notre eau? Tu sais, en Europe, ils payent leur eau aussi. Ça serait un autre sujet, là, mais... Je serais bien d'accord avec ça, on s'en reparlera. Oui, c'est ça. Ben, c'est cool, ça, comme piste de solution. Puis c'est le fun de voir le résultat concret de ça. Oui, eux autres, ça a super bien fonctionné. Ouais. Est-ce que c'est dans les tarifs dynamiques, incitatifs? C'est possible. C'est relativement simple, là. Ça implique pas une nouvelle technologie révolutionnaire, là. C'est juste de mettre en place un système qui incite les gens à agir de bonne façon, justement, à faire leur part, tout simplement. Tu sais, c'est fou. C'est ça. Fait que là, on leur a comme pas laissé le choix. Mais au final, c'est vraiment. Ben, t'as le choix, mais tant qu'à moi, c'est juste que tu perçois l'impact monétaire du choix que tu fais à toi. Si tu décides de pas trier, ben, tu vois ce que ça coûterait normalement à la municipalité, mettons. C'est fou. C'est juste que là, ça te revient à toi. C'est dans tes poches qu'on vient le chercher. Puis tu viens le quantifier aussi. Je serais curieux de voir si, même si tu viens pas associer un montant à ça, peut-être juste le fait de venir quantifier, mettons, on sait, tel ménage a, je sais pas, 1 tonne de déchets par année. Si tu as ces chiffres-là, mais ça peut être motivant de dire, ben là, moi, je veux descendre ça de 15 ou 20% l'année prochaine. Peut-être juste de venir le quantifier, ça c'est aurait un possible impact. Aussi de peser à chaque fois qu'il vide le bac. Là. Presque tout est possible. Il suffit de le mettre en place, mais c'est pas des technologies épouvantables. Là. Non, c'est ça. Puis est-ce qu'on... Là, tantôt, on parlait, je pense, c'était quoi? C'était 5,3 millions de tonnes, je pense, pour 2018, l'ensemble du Québec. Est-ce que par personne, on a les données? Oui, ça nous donnait en 2021 autour de 716 kg par habitant par année. 716 kg, OK, fait qu'un 1500 livres à peu près. Ouais. Peut-être un petit peu plus. C'est un 1400 kilos par couple, par exemple. Ouais, par couple. Par personne, là. Ouais. Ah, ouais. OK. Hey, ça fait du déchet en sacrement, hein? Ouais. Ouais. C'est lourd. Ben ça, c'est toutes les matières générées. Là-dedans, t'as une part de matière organique, t'as une part de recyclage, t'as une part de plein de choses. Ouais. Fait que si tu les tries comme faut, aux déchets, il en reste moins que ça. Pas tant que ça. Mais c'est quand même une quantité générée qui est grande. Là. C'est important, ouais. Faut vraiment des gros trous pour mettre tout ça. Moi, c'est ça qui me fascine. Ouais. Ouais. OK. Puis sinon, là, on entend parler des fois de zéro déchet. C'est quoi ça exactement ou comment on peut définir ça? Oui, on l'abordait un petit peu tantôt. Là. C'est vraiment de tendre à créer zéro déchet, donc zéro matière à l'élimination. Okay. On voit souvent ça passer, là, une fille qui a fait l'équivalent là, d'un petit pot de confiture de déchets en 1 mois. Oui, c'est faisable, là, c'est bien faisable, mais là, ton épicerie, tu vas la faire en vrac, en entier, parce que tu veux pas créer de matière, absolument pas. Faut que tu récupères tous tes résidus alimentaires, tu fais pas de gaspillage alimentaire. Il faut vraiment que tu réfléchisses à tous les aspects de ta vie au complet. Là. Puis c'est rendu extrême un peu. C'est ça. Là, puis à un moment donné, ton linge, ça se peut qu'il y ait des trous dedans. Il va falloir que tu le jettes. Ben là, c'est difficile là, de pas s'habiller. Ça devient un peu malaisant pour les voisins. Tu vas te ramasser en prison. Là, absolument zéro déchet. Bon. J'aime mieux comme 1 million de personnes qui essayent de réduire qu'une poignée de personnes qui font du zéro déchet à 100%.
Mais oui, OK, là, c'est une belle théorie, puis il faudrait essayer de tendre vers ça. Est-ce qu'on va y arriver? Ben non. On va toujours consommer quelque chose, puis ça sera jamais parfait, ça va jamais durer une éternité, fait qu'il va toujours avoir un roulement. Ben c'est ça. Dites-vous que moi, je suis à peu près une des seules personnes qui travaille à éliminer sa job dans la vie. S'il n'y a plus de matière résiduelle de créer, moi, j'ai plus d'emploi. C'est drôle, j'ai pas peur de me rendre à ma retraite avec ça. D'après moi, tu vas être bien pour encore un bout. J'aimerais ça qu'il n'y ait plus de déchets. Là. Ben là, je perdrais ma job, mais en tout cas, je trouverais autre chose. Là. si je réussis à accomplir ça dans ma vie, c'est correct. J'accepte de perdre ma job. Parfait. Fait que sur ça, on va te souhaiter de perdre ta job. Merci beaucoup. C'est mon souhait le plus cher. Non, mais sincèrement, sur cette excellente blague, pour vrai... ben merci Danny. Puis moi, écoute... Ça faisait le tour de nos questions. Puis on en a ratissé large quand même. Puis on verra. Là, on a seulement abordé les déchets en tant que tels, mais il y a aussi tout le recyclage puis le compostage. Donc ça sera peut-être pour un autre épisode. Invitez-moi quand vous voulez. Sincèrement. Merci beaucoup, Danny. Merci d'avoir écouté.